Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété ce lundi par l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services SATUC section Université Assane Seck de Ziguinchor. La dite intersyndicale fustige la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, de vouloir transférer leur plateforme revendicative au Premier ministre pour arbitrage. Vous aurez la réaction du secrétaire général dans cette édition. Après le vote le 19 avril dernier de la loi sur le parrainage, l'Assemblée nationale a adopté hier la loi portant sur la révision du code électoral par 111 voix pour et 14 contre. Toutefois, l'opposition compte poursuivre le combat contre le parrainage devant l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU. Les détails avec Mamadou Fall. Vous aurez dans cette édition l'actualité internationale présentée en bref et en images, l'actualité sportive et la revue des quotidiens parue ce 19 juin 2019. Tout de suite, le développement. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. Nous ouvrons cette édition par cette brève où ça se complique pour le maire de Oulampane, par ailleurs troisième secrétaire élu du Haut Conseil des collectivités territoriales. En effet, il a été arrêté dimanche et placé sous mandat de dépôt. Cette arrestation entre dans le cadre de l'affaire de la coupe de bois illicite dans l'arrondissement de Signan. Il a été désigné comme principal responsable de ces actes illicites condamnés par la loi. Il se trouve à la maison d'arrêt et de correction de Bignona. Rappelons que 6 agents de la scierie de Django impliqués dans cette coupe clandestine d'arbres avaient été arrêtés puis remis en liberté provisoire à 2 jours de la Korité. L'édile d'Oulampane fera face au juge ce jeudi. Une affaire à suivre dans nos prochaines éditions. Je le disais dans les titres, l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services du SATUC section Université Assane Seck de Ziguinchor a tenu une assemblée générale ce mardi au sein de la dite université pour fustiger la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, de vouloir transférer leur plateforme revendicative au Premier ministre pour arbitrage pour marquer leur opposition. Le SATUC a décrété 48 heures de grève à partir de ce lundi. Sidati Sané, le secrétaire général que nous écoutons au micro de Mohamedou Salif Ndiaye et Paul Manga. Sur l'initiative de l'intersyndicale, nous avons convoqué une assemblée générale ce matin pour fustiger l'attitude du ministre Mary Teuw Niane lors de la rencontre du 13 juin 2018 au niveau du Goudret à Dakar. Pour rappel, le ministre Mary Teuw Niane avait, en tout cas, par rapport aux différentes revendications des syndicats, demandé à ce que des commissions techniques puissent être mises en place pour, en tout cas, étudier les différentes revendications des syndicats. Et lors de cette rencontre à Sali, qui s'est tenue les 26, les 27 et 28 février 2018, des propositions concrètes avec des pistes de solutions avaient été faites. Et ces propositions-là avaient été, en tout cas, mise dans un rapport, et il s'agissait en tout cas, lors de la rencontre avec le ministre le 13 juin 2013, donc de revenir sur tout cela afin de prendre des décisions concrètes, car des propositions concrètes avaient été faites par l'ensemble des acteurs. Parce que lors de cette rencontre, comme je viens de le dire, il y avait le représentant, en tout cas, de son top management au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, mais également le représentant des syndicats, les représentants des universités, mais également les représentants même du ministère des Finances. Donc, toutes des décisions importantes avaient été prises avec un rapport vraiment détaillé sur toutes, en tout cas, les questions qui avaient été soulevées. Donc, on s'attendait vraiment à ce que le ministre vraiment revienne sur tout cela et que des décisions importantes également puissent être prises. Mais malheureusement, nous avons constaté que le ministre, au lieu vraiment de s'atteler vraiment à régler nos préoccupations, s'est contenté seulement de tout renvoyer donc pour un arbitrage avec le Premier ministre. Donc c'est ce que nous fustisons et ce que nous dénonçons d'ailleurs. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est sur
initiative de l'intersyndicale, un mot d'ordre de grève de 48 heures a été décrété. Donc nous n'allons pas travailler aujourd'hui, mardi et mercredi. Donc une assemblée générale sera convoquée également le jeudi, à l'issue duquel également, si des décisions majeures ne sont pas prises également, nous allons continuer notre mouvement de grève jusqu'à ce que vraiment des solutions concrètes puissent être prises sur des questions majeures que nous avons évoquées. Et puis nous parlons dans cette édition de la célébration de la journée mondiale de la drépanocytose. Cette maladie prend de l'ampleur dans les pays sous-développés. Au Sénégal, une personne sur 10 est porteuse du gène de la drépanocytose, soit un taux de 10% de la population générale. Découvert en 1910, la drépanocytose prend de l'ampleur dans les pays sous-développés. Au Sénégal, une personne sur 10 est porteuse du gène de la drépanocytose, un taux de 10% de la population générale. La plupart des Sénégalais sont AS, une forme de drépanocytose moins grave parce qu'on peut vivre avec sans tomber malade. Chaque année, 1700 enfants naissent avec la drépanocytose, notamment la forme la plus grave de la maladie. Ils sont ainsi porteuses de cette maladie à vie. Il existe deux types de drépanocytose. La drépanocytose homozygote, la forme se manifeste avant l'âge de 2 ans, entre 12 et 18 mois, se caractérise par un ictère, un teint pâle et des douleurs abdominales et une sensibilité aux infections. Et la drépanocytose hétérozygote, en effet, la personne est porteuse de la maladie sur une seule gène. La personne peut donner naissance à un enfant drépanocytaire si l'autre parent est également porteur du gène. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire. En clair, la maladie est transmise par les 2 parents. Elle n'est bien entendu pas contagieuse. Pour être malade, il faut que l'enfant reçoive de chacun de ses 2 parents une allèle mutée du gène régissant la structure de l'hémoglobine, la protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. S'il en reçoit qu'un, il ne développera pas la maladie, mais pourra la transmettre s'il a un enfant avec une personne dans le même cas que lui. 2 porteurs sains ont alors une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Il s'agit d'une maladie du sang et plus particulièrement de l'hémoglobine. La maladie peut avoir des répercussions variables en fonction de sa gravité. L'anémie permanente présente un handicap dans la vie quotidienne ainsi que les crises de douleur et les complications imprévisibles. Un soutien psychologique peut être recommandé pour mieux vivre avec sa maladie, que ce soit pour le patient comme pour son entourage. Cap sur Bignona, où malgré toutes les potentialités, le département n'arrive pas à faire de grands bonds dans le secteur de l'agriculture. Plusieurs facteurs qui freinent le secteur ont été évoqués à l'occasion de la réunion du CDD convoquée par le préfet pour préparer la campagne agricole. C'est une correspondance de Lamine Badiane. Faire le bilan de la campagne écoulée et se projeter sur celle de 2018-2019 est l'objet du comité départemental de développement convoqué par le préfet de Bignona. L'objectif est d'améliorer les performances agricoles dans le département. Cependant, il y a beaucoup d'entraves à cette volonté, notamment la divagation des animaux. Malheureusement, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas bien renseigné, mais malheureusement, je dis que dans ce sens, ils ont beaucoup favorisé l'éleveur que le producteur agricole. Et ça va casser les vers, oui, dans ce sens. Parce que ça, c'est un frein systématique pour le développement concret du secteur. Une agriculture performante nécessite l'implication de toutes les forces vives. Or, les femmes ne semblent pas être mises au cœur du dispositif alors qu'elles ont un grand rôle à jouer. Et pour cela, il faut des préalables. Il faut d'abord que la femme ait la terre. Voici. Si la femme n'a pas la terre, qu'il appartient elle-même, je pense que c'est toujours des problèmes. Mais je pense aussi que l'autosuffisance alimentaire ne peut pas se faire sans que, si on n'a pas emblavé les surfaces. Il faut aménager les vallées au niveau de la Casamance. Si ces vallées ne sont pas aménagées, l'autosuffisance alimentaire ne sera jamais autre. Nous, en tant que fils de Casamance, nous devons accepter de remembrer nos rizières. Si on ne le fait pas, on va être là à cultiver du début à la fin, on n'aura rien. À cause des changements climatiques, entre autres, la pluviométrie est devenue irrégulière. Il faut alors s'y prendre très tôt avec un dispositif mis en place à temps. Il faut dire que le niveau de mise en place est relativement satisfaisant. Parce que
Actuellement, si les producteurs se rendent au niveau des points, ils vont trouver sur place des intrants en termes de semences et en termes d'engrais. Mais nous souhaiterions quand même que le rythme de mise en place soit un peu accéléré, puisque nous commençons à enregistrer quelques pluies, même si il ne s'agit pas pour l'essentiel de pluies appelées utiles. Il faut dire qu'au cours de cette rencontre, il a beaucoup été question du barrage inachevé d'Afignam, devenu une forte préoccupation des producteurs du département de Bignona. Mais le préfet a rassuré les acteurs, évoquant l'engagement et la détermination de l'État à résoudre cette question dans les meilleurs délais. Toujours à Bignona, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, les femmes de Bignona veulent jouer leur partition, mais elles déplorent l'inaccessibilité à une catégorie de matériel agricole et font appel à la compréhension du chef de l'État, Sadio Thioune Seydi, présidente de la promotion féminine, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. On n'a pas de matériel agricole parce que les femmes n'ont pas de moyens. Quand on doit payer un tracteur à 7 millions, une femme ne peut pas le faire. Je sais que le président de la République, on le remercie beaucoup. On remercie le président de la République, il a fait un grand effort. Parce qu'aujourd'hui, il a subventionné le matériel. Mais la femme rurale qui est là, qui n'a pas de quoi nourrir sa famille, ne peut pas avoir 7 millions pour. Si on donnait les tracteurs à crédit, là, les femmes pouvaient travailler et payer les tracteurs. Mais tant qu'on ne donne pas à crédit, peu de femmes auront des tracteurs. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui travaillent. Je pense que nous demandons au président de faire de bonnes actions. Il a subventionné les tracteurs, mais nous demandons de donner aux femmes rurales en crédit pour qu'elles travaillent et remboursent les tracteurs. Et elles vont le faire. Le plaidoyer que j'ai à faire, c'est de prendre en compte la femme partout, du haut au sommet. Au niveau des instances de décision, prendre la femme en compte. Nous sommes des gens, aujourd'hui nous ne voulons pas être des femmes qu'on conduit. Nous ne voulons pas être dépendants. Nous voulons être autonomes. Financièrement, autonomes, développement autonome. Nous voulons être autonomes partout. Et nous nous engageons à nous battre pour ça. Nous voulons être autonomes. À Dakar, le projet de loi portant révision du code électoral a été adopté ce lundi par l'Assemblée nationale. 111 députés ont voté pour et 14 ont voté contre. Le ministre de l'Intérieur parle d'anticipation pour éviter des candidatures multiples. L'opposition, de son côté, compte poursuivre le combat contre le parrainage. Le compte rendu est signé Momodou Fall. Les modalités d'application du parrainage ont été approuvées par les parlementaires venus défendre le projet de loi portant révision du code électoral. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, affirme que le gouvernement a voulu anticiper pour éviter des candidatures à n'en plus finir. Nous avons pensé également que si on ne fait rien, nous risquons d'avoir des problèmes pour les élections présidentielles. Et gouverner, c'est également prévoir, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu anticiper. Vous avez la possibilité d'augmenter le coût de la caution ou alors voir peut-être un moyen plus démocratique de rationaliser les parrainages. Et nous avons choisi ce parrainage qui consiste uniquement à demander à tout candidat d'avoir le parrainage d'1% pour les élections présidentielles au maximum, entre 0,8 et 1%, ce qui devrait faire entre 52 000 et 65 000 électeurs. Malgré l'adoption de la modification du code électoral, l'opposition promet de poursuivre le combat engagé contre le parrainage. Déthié Fall, député du parti Rewmi. Le combat va se poursuivre parce qu'on le fait pour notre démocratie, on le fait également pour l'embellissement de notre système électoral. Et quand on est dans un combat de principe, on ne se donne pas un horizon. Parce qu'on ne le fait pas justement que pour l'élection présidentielle, mais on le fait pour la pérennité et pour également l'avenir de notre nation. Nous allons poursuivre le combat, mais nous sommes certains qu'aujourd'hui le parrainage constitue un instrument politique entre les mains du président de la République qui veut éliminer certains candidats. Notre interlocuteur liste les manquements du parrainage avant d'avouer que c'est une loi anticonstitutionnelle. Comment peut-il aujourd'hui évaluer l'attestation d'antériorité de dépôt des candidatures? Pensez-vous que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye,
va favoriser le président Idrissa Seck parce qu'il a présenté sa liste en premier devant Macky Sall lorsque ces deux ont des noms qui figurent en même temps sur leur liste. Donc il n'y a pas de critères objectifs d'évaluation, d'antériorité, de dépôt des candidatures. Ensuite, on veut mettre des contraintes aujourd'hui sur l'électeur. Il peut être innocent dans le cas où son nom figure sur deux listes. C'est une loi anticonstitutionnelle, correctement inapplicable et extrêmement dangereuse pour notre démocratie. Le projet de loi portant révision du code électoral a été adopté ce lundi par les parlementaires. 111 députés ont voté pour et 14 contre. L'actualité internationale présentée en bref et en images. Au Cameroun, un couple de militants du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a été tué à Batibo, dans le nord-ouest, l'une des deux régions anglophones du Cameroun. Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, a déclaré qu'ils ont été abattus par les séparatistes à cause de leur militantisme, les deux époux ayant refusé de boycotter la fête nationale du 20 mai dernier, affirmation rejetée par les sécessionnistes qui accusent l'armée camerounaise d'être responsable de cet assassinat. Cet incident survient quelques jours après la publication d'un rapport d'Amnesty International qui accuse les forces de sécurité camerounaises de tueries, de torture et d'arrestations arbitraires. Accusation rejetée par le gouvernement. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par une vague de violence depuis fin 2016 représentent environ 20% de la population camerounaise. Au Soudan, le gouvernement sud-soudanais a rejeté ce lundi la ville d'Addis Abeba comme le lieu devant accueillir les pourparlers de paix entre le président Salva Kiir et Riek Machar, une rencontre prévue le 20 juin prochain. Le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Michael Makoué, a déclaré que ce tête-à-tête ne peut avoir lieu que dans un pays neutre. D'après Makoué, les trois États membres de l'IGAD, le Soudan, le Kenya et l'Éthiopie, qui se sont manifestés pour arbitrer ce sommet, ont des intérêts rivaux. En Allemagne, Angela Merkel, politiquement fragilisée, retrouve Emmanuel Macron ce mardi pour tenter d'afficher un front uni à 10 jours d'un sommet de l'Union européenne. La réforme de la zone euro, à laquelle la rencontre dans le cadre d'un conseil des ministres franco-allemand doit surtout être dédiée, risque toutefois de passer à l'arrière-plan. Au moment où l'accueil des migrants fait de nouveaux volets en éclats, la cohésion européenne et met à rude épreuve la coalition gouvernementale de la chancelière allemande. Parlons de sport dans cette édition avec Mafou Kouyaté. La Belgique est bien entrée dans la Coupe du Monde en battant le Panama 3-0 dans le groupe G. Outsider du tournoi, les Diables Rouges ont attendu la seconde période pour surclasser les novices de la compétition. C'est pour la deuxième fois que les deux pays se rencontraient en Coupe du Monde après 1998 en France. Cette première confrontation s'était soldée par la victoire des Anglais 2-0. Alors que les Africains s'attendaient à une revanche, les Tunisiens ont concédé aux ultimes minutes le but après avoir égalisé et résisté pendant près d'une heure aux assauts des Anglais. Et le bourreau s'appelle Henri Quin, qui a marqué les deux buts. La Tunisie est donc désormais condamnée à l'espoir lors des deux premiers matchs face au Panama et à la Belgique, qui occupe provisoirement la première place. Pour le groupe G, en première position, nous avons Belgique 3 points plus 3, deuxième Angleterre 3 points plus 1, Tunisie 0 points moins 1, Panama 0 points moins 3. Le premier match du Sénégal est attendu et suscite énormément d'intérêt et pour cause. Il pourrait définir la suite de la compétition par les Lions dans un mondial. L'entrée en liste est primordiale. Aliou Cissé le sait et va devoir aligner une belle ossature. Rapide, vif, précis et sans piquer, les attaquants sénégalais amenés par Sadio Mané entament leur mondial contre la Pologne ce mardi à Moscou. Pour s'imposer, les Lions de la Teranga misent énormément sur leur impressionnante ligne d'attaque. Au regard des dernières associations durant les entraînements, on pourrait trouver un milieu de terrain inédit, avec notamment un 4-4-2 où l'on verra Ghana et Alfred Ndiaye occuper l'entrejeu. Du côté de la Pologne, l'équipe de la Pologne qui affronte le Sénégal ce mardi a fait une bonne préparation, notamment
en défense pour trouver des solutions à ces difficultés, a indiqué lundi son entraîneur Adam Navalga. Depuis le début, nous nous sommes préparés pour être prêts à tous les niveaux, a déclaré le technicien polonais en conférence de presse. Au programme à ce jour, mardi 19 juin 2018, les matchs attendus du côté du mondial. Groupe H, présentement, la Colombie joue avec le Japon. Et à 15h, la Pologne fera face au Sénégal. Et du côté du groupe A, à 18h, la Russie jouera contre l'Égypte. La revue des quotidiens parue ce 19 juin 2018 nous est présentée par Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce 19 juin 2018. L'entrée en lice des Lions du football au mondial ce mardi contre la Pologne occupe la une de l'essentiel de la presse de ce matin. Jour de vérité pour les Lions, souligne le quotidien national Le Soleil, dont la une entièrement dédiée à l'équipe nationale est illustrée par une photo de joueurs sénégalais, vraisemblablement en train de s'échauffer. On verra la meilleure équipe sénégalaise possible contre Pologne, promet le sélectionneur des Lions Aliou Cissé, cité par le même journal, selon lequel ce premier match du Sénégal est crucial pour les Lions qui sont attendus pour réussir leur premier pas. Surtout que selon Le Soleil, Sadio Mané, l'attaquant vedette des Lions, doit confirmer les nombreuses attentes, au vu notamment de sa saison avec son club Liverpool dont le bon parcours lui a permis d'atteindre la finale 2018 de la Ligue européenne des champions. Si en 2002, le Sénégal a pu disputer une finale de Coupe d'Afrique au Mali et atteindre cette même année les quarts de finale de la Coupe du Monde Corée-Japon, il le devrait certes à l'engagement de tous ces joueurs, mais aussi à l'apport décisif d'El Hadj Ousseynou Diouf, avance le quotidien. Vox Populi ne dit pas autre chose. Le Sénégal veut réussir son comeback et redorer le blason de l'Afrique terni par 4 défaites en autant de sorties de ses représentants Égypte, Maroc, Nigeria, Tunisie depuis le début du mondial 2018, écrit le journal dont la première page évoque le jour le plus important pour les Lions. Jour de vérité pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions renchérit Walf Quotidien. Il aura beau cacher son jeu, Aliou Cissé va devoir se découvrir ce mardi contre la Pologne, observe ce journal, avant d'ajouter impitoyable. Après plusieurs mois de tâtonnement, de déception et d'imprécision de jeu caché et de manque de vision, le sélectionneur du Sénégal devra mitonner une recette victorieuse afin de convaincre les plus sceptiques. C'est maintenant, répond l'observateur, en donnant la parole aux techniciens sénégalais qui comptent aborder la Pologne et au-delà les autres rencontres avec beaucoup de détermination et surtout sans complexe. À la veille du 6e match de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde, Aliou Cissé, qui avait porté le brassard pour les 5 précédentes rencontres en 2002, revient sur scène avec une grande émotion. Cette fois-ci, c'est du bord de la pelouse qu'il interprétera son nouveau rôle pour guider ses protégés vers un résultat positif, peut-on lire dans les colonnes de l'Observateur. Déterminé et sûr de la forme de ses hommes, Aliou Cissé promet la meilleure équipe du Sénégal cet après-midi à Spartak Arena de Moscou, rassure le journal Le Quotidien. Stade Quotidien titre « Faites-nous rêver ». Le journal mentionne également les propos de Cheikhou Kouyaté qui soutient contre la Pologne une finale pour tous. Allez les Lions, s'exclame le quotidien LAS. Le ton est donné par les supporters qui ont pris d'assaut Moscou pour pousser l'équipe nationale du Sénégal vers la victoire finale complète. Sud Quotidien. Rendez-nous fou, peut-on lire à la une de la cloche. Plus fan que le plus enthousiaste des supporters. Un rêve de Coupe du Monde et de gloire sportive duquel les quotidiens font revenir par la case politique avec le vote lundi de la loi portant révision du code électoral, conséquence de l'adoption de la loi sur le parrainage électoral. Un sujet tout sauf consensuel. La majorité parraine Macky placarde ainsi ce journal à sa une presque sous la forme d'un constat implacable. Après le vote le 19 avril dernier de la loi sur le parrainage, l'Assemblée a adopté hier la loi portant révision du code électoral par 111 voix pour et 14 contre, rapporte enquête. Il ajoute querelles, invectives et injures ont rythmé la plénière. La loi votée dans une ambiance électrique, confirme Vox Populi, parlant d'une séance plénière marquée par des débats très houleux, de vifs débats entre les députés de l'opposition et leurs collègues de la majorité, corrobore Sud Quotidien. La loi votée, l'opposition manifeste le 13 juillet prochain, annonce le quotidien, ajoutant que le Front démocratique et social de résistance nationale compte aussi lancer une pétition contre cette loi qui entend attaquer devant l'Union africaine, la CEDEAO et l'ONU, mais aussi saisir les autorités religieuses et coutumières, ajoute-t-il.
C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.